Bonjour et bienvenue dans C'était pas mieux avant, votre émission dans laquelle on revient sur des événements et des personnalités marquants de l'histoire politique de la France et du monde. Épisode spécial aujourd'hui, on m'a dit de venir, mais j'ai pas trop compris pourquoi. Il s'est passé un truc important ces derniers jours? Bon, je sais pas, mais vu qu'en ce moment on a l'air de pas mal parler de ces antifascistes qui viennent égorger vos fils et vos compagnes, aujourd'hui un épisode sur l'histoire de l'antifascisme. Vous serez surpris de l'apprendre, mais l'antifascisme est apparu juste après le fascisme. Voilà, pour d'autres révélations exceptionnelles, abonnez-vous aux médias. Plus sérieusement, le mot antifasciste est attesté en France dès 1922, et il apparaît un peu plus tôt en Italie dans la foulée de l'apparition et du développement du mouvement fasciste dans ce pays. Ce dernier s'appuie notamment sur la théorie de la victoire mutilée, selon laquelle l'Italie, bien que figurant parmi les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, aurait été lésée par les traités de paix qui y ont mis fin, parce qu'elle aurait été trop faible pour imposer ses vues. Benito Mussolini prend la tête du Parti national fasciste qu'il dote d'un programme autoritaire et ultralibéral. Il prône en effet un État entièrement désengagé dans la sphère économique, mais exerçant un contrôle étroit des citoyens dans la sphère sociale, par le biais d'une force armée autoritaire qui règne par la violence, considérée comme morale. Le fascisme se désigne très rapidement comme ennemi le socialisme et le communisme, considérés comme un ennemi à abattre, et gagne vite le soutien, plus ou moins appuyé, des milieux d'affaires et du capital. En 1922, après la marche sur Rome, Mussolini prend le pouvoir en Italie et met en pratique son programme en mettant progressivement en place un régime autoritaire. L'ennemi de l'intérieur, l'une des composantes principales de l'idéologie fasciste, est alors désigné comme étant le mouvement socialiste, que ce soit ses partis, ses militants, ses syndicats ou ses réseaux. Sa principale incarnation en Italie, le Parti socialiste italien, est laminé par les milices fascistes, puis il est interdit en 1926. De même que le Parti communiste italien qui s'en était détaché entre-temps. La naissance, l'ascension rapide et la prise de pouvoir du fascisme en Italie sont scrutées avec attention ailleurs en Europe. Et pour le mouvement ouvrier, il devient absolument nécessaire d'y répondre, même si les moyens de le faire varient. Dans les années 1920, les antifascistes italiens s'opposent aux fascistes, et comme les fascistes pratiquent la violence pour briser leurs adversaires, les antifascistes répondent comme ils peuvent. Toutefois, après la prise de pouvoir de Mussolini, ils sont durement réprimés et beaucoup d'entre eux s'exilent dans d'autres pays, où ils cherchent à constituer des réseaux en exil et à prévenir leurs alliés politiques internationaux de la menace que représente le fascisme en pleine ascension. En France, les mouvements antifascistes apparaissent dans les années 20, et dans les années 30, suite à la tentative de marche sur Paris de 1934, le mot antifasciste devient carrément l'un des mots d'ordre du Front populaire qui se constitue en ralliant socialistes, communistes et radicaux, et qui prend le pouvoir en 1936. Ce point-là nous permet de voir un premier truc. Par antifascisme, on entend à la fois l'ensemble des personnes qui veulent lutter contre le fascisme sous toutes ses formes, et des militants plus organisés qui mènent des actions pouvant aller de coller des tracts et se rendre en manif, jusqu'à aller au contact physique avec des militants fascistes violents. Pendant ce temps, en Allemagne, le fascisme trouve son incarnation dans le nazisme, un type de fascisme spécifique dans lequel la notion de race a une importance majeure. Les nazis utilisent l'antisémitisme, déjà très fort en Allemagne, et en font un véritable levier politique. Et après leur prise de pouvoir en 1933, ils mettent en place des lois racistes et antisémites qui sont imitées, quelques années plus tard, par les fascistes italiens avec les lois fascistes racistes de 1938. La lutte antifasciste au sein d'États fascistes passe donc de plus en plus par le recours à la violence, et prend la forme d'une lutte armée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les antifascistes sont l'une des principales composantes de la résistance. Et on peut trouver des antifascistes italiens et allemands qui se battent aux côtés de résistants français contre les fascistes italiens, allemands et français. La Seconde Guerre mondiale se termine et le fascisme est vaincu, enfin pas vraiment. Déjà, des régimes autoritaires inspirés par le fascisme sont toujours en place, notamment en Espagne et au Portugal. Mais même dans les pays où le fascisme a été vaincu, des nostalgiques de ces régimes persistent et s'organisent. S'ils sont quasi inexistants électoralement jusque dans les années 80, ils sont bien présents dans la rue et participent énormément à la violence politique des premières décennies de la Ve République en France. Durant les événements de mai 68, fascistes et antifascistes s'affrontent directement. Et ça continue après
après, l'un des événements les plus connus étant celui où des membres de la jeune Ligue communiste révolutionnaire, ou LCR, ancêtre du NPA actuel, forment un véritable commando où plusieurs centaines de militants armés fondent sur un meeting du mouvement Ordre Nouveau, l'ancêtre du Rassemblement national actuel. Les militants antifascistes de cette période ont connu la guerre et les ravages qu'a fait le fascisme en Europe, avec évidemment la Shoah en tête de liste. Et pour eux, c'est une menace qu'il faut prendre très au sérieux. Puis on arrive dans les années 80. La violence politique diminue et les militants fascistes comme antifascistes s'institutionnalisent. Les anciens jeunes fascistes adhèrent au parti de la droite républicaine, comme Alain Madelin, qui rejoint les démocrates chrétiens à l'UDF. D'autres adhèrent au Front National, qui commence petit à petit à prendre de l'ampleur. Toutefois, si en France le mot fascisme est considéré comme un tabou, c'est quasi impossible de s'en revendiquer, c'est moins vrai en Italie, où des mouvements néo-fascistes se développent, à l'image du mouvement social italien, héritier direct du Parti national fasciste, inspiration directe du Front National en France, et ancêtre direct des Frères d'Italie, le parti de Giorgia Meloni, actuellement au pouvoir. Les antifascistes ne désarment donc pas, et en France, ils continuent d'être structurés jusque dans les années 90. Idéologiquement, bien sûr, les antifascistes ne sont pas juste contre le fascisme. Mais après, c'est difficile, voire impossible, de les associer à une idéologie unifiée au-delà du combat contre le fascisme. D'autant que la définition du fascisme peut varier d'un groupe à l'autre, d'une personne à l'autre. Et en plus, faut se rappeler de ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo. Les personnes qui se réclament de l'antifascisme ne sont pas pour autant toujours des militants antifascistes actifs et revendiqués. Le nouveau Front populaire, en 2024, pouvait être associé à l'antifascisme, puisque le ciment de cette union, c'était la lutte contre l'extrême droite qu'incarnait le Rassemblement national, héritier le plus puissant et institutionnalisé des fascistes français. Pour autant, la majorité des composantes du NFP n'étaient pas des organisations antifascistes revendiquées. Ces dernières, en revanche, sont le plus souvent idéologiquement à la gauche radicale, voire à l'extrême gauche. Elles s'opposent au fascisme, certes, mais aussi au capitalisme, à l'économie de marché, voire au régime parlementaire, et favorables à la démocratie directe, à la révolution, au libertarisme, voire au communisme. Mais on trouve aussi des groupes antifascistes plus modérés aujourd'hui, qui peuvent même aller jusqu'à s'allier à des partis moins radicaux, plus parlementaires et institutionnels. La jeune garde antifasciste, par exemple, parce que c'est d'elle que tout le monde parle en ce moment, puisqu'elle est directement impliquée dans les événements qui ont conduit à la mort de Quentin. Bon, j'ai du mal à trouver un manifeste idéologique ultra précis, au-delà de leur stratégie d'action directe et leur recours assumé à la violence pour se défendre contre des groupes néofascistes qui ont fleuri dans la ville de Lyon. Le groupe s'est rapproché, lié, et a même fait élire un député dans le quorum de la France Insoumise. Un parti politique qui, même s'il est souvent associé à l'extrême gauche, ne s'oppose ni à l'économie de marché, ni au régime parlementaire, et prône une économie plutôt social-démocrate et keynésienne, avec un secteur public fort et sans remise en question de l'existence du secteur privé, et des institutions parlementaires avec des éléments de démocratie directe à l'intérieur. Du coup, l'antifascisme, hier comme aujourd'hui, c'est plusieurs choses à la fois. C'est d'un côté un mot d'ordre, le rassemblement de toutes les forces politiques et sociales qui souhaitent s'opposer au fascisme et contrarier son accès au pouvoir. Et c'est de l'autre côté un ensemble d'organisations, plus ou moins structurées aujourd'hui, qui luttent de tout un tas de façons différentes contre l'idéologie fasciste. Plusieurs de ces organisations se sont construites en opposition au développement de groupes néofascistes, néo-nazis, royalistes ou autres nuances d'extrême droite, qui assumaient un recours à la violence pour aller casser du gauchiste, briser les manifestations ou encore mener des ratonnades contre des personnes racisées. Évidemment, ce n'est pas bien d'avoir tué Quentin de Ranc, et justement, c'est parce que c'est pas bien et pour éviter que le nombre de morts continue d'augmenter qu'il est important de rappeler le contexte social qui les provoque. La montée en puissance de discours qui banalisent la haine de l'autre et donc la violence sur autrui, et aussi le blocage politique qui pousse un nombre croissant de citoyennes et de citoyens à considérer que la réponse à leurs problèmes ne peut pas venir des institutions parlementaires, qui sont censées habituellement canaliser les revendications en leur donnant des débouchés politiques. La montée de l'extrême droite est l'un des symptômes, mais l'extrême droite, les groupes fascistes violents et les organisations antifascistes ne sont pas apparus comme par magie. Si certaines organisations antifascistes peuvent soutenir des actions violentes, mais plus souvent contre des biens que contre des personnes, en général il s'agit surtout de savoir se défendre, car en face, les militants fascistes sont organisés, soutenus
et violent. En amont de la réalisation de cette vidéo, j'ai récolté un témoignage qui montre l'ampleur que ça peut parfois prendre. J'ai été doxé pour avoir participé à une simple manif contre l'extrême droite, bien tranquille, bien familiale. Le lendemain, il y avait 5 gamins de 20 piges dans mon immeuble qui cherchaient ma porte. J'ai reçu des dizaines de milliers de messages de menaces de mort pendant des mois. Toutes les plaintes n'ont évidemment rien donné. La flic m'a engueulé en me disant qu'elle avait autre chose à faire, elle a juste réagi quand j'ai parlé d'insultes antisémites, mais ça n'a quand même rien donné. Il ne s'agit pas de les attaquer, jamais. Mais sans autodéfense, nos meetings, conférences, réunions, tractages, etc. ne seraient tout simplement pas possibles. C'est la fin de cet épisode spécial de C'était pas mieux avant. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne du Média et pourquoi pas nous soutenir financièrement. Vos dons sont la garantie de notre indépendance. À la prochaine!